pour que ça puisse être pris en compte dans la politique internationale. Oui, mon frère. Avant toute chose, je connais ta manière d'amadouer. Avant toute chose, je tiens véritablement à passer la paix aux étudiants qui te ressemblent, qui ont un profil objectivement très sérieux, très rigoureux. Je ne suis pas surpris de te retrouver ici. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est croisés lors d'une conférence sur le panafricanisme face aux enjeux justement du mondialisme à l'université Amadou Mpateba, université dans laquelle vous m'aviez invité. Et je ne suis pas surpris et en même temps je suis inquiet de te retrouver là parce que le fait que tu sois un individu brillant, ça m'aurait moins dérangé si tu étais un petit narvalus, comme on le dit dans le langage argotique de Dakar ou d'autres endroits. J'aurais été moins choqué, moins dérangé en me disant que c'est normal qu'on puisse le retrouver là pour la simple raison que ce n'est pas quelqu'un qui a un état d'esprit. Or, la nouvelle stratégie en ce 21e siècle, dans ce nouveau millénaire, on y vient, c'est justement de prendre des jeunes éléments brillants, comme c'est ton cas, aussi brillant que ton boubou là, justement, et de faire en sorte que... Et le tien aussi. Le mien est moins brillant que le sien, malheureusement, et ça va être corroboré par mes propos. Ça va être corroboré par mes propos. Pour la simple raison que, tu sais, l'échec du colonialisme passé a été qu'il a agi dans un cadre d'opposition frontale. Et on est tous d'accord sur ce point, on ne peut pas le nier, en s'appuyant toujours sur des valets qui étaient dociles très rapidement, arrogants sans en avoir le contenu ou les moyens, mais qui étaient les agents de ces gens-là. Aujourd'hui, pourquoi le mondialisme est beaucoup plus puissant que la colonisation auparavant, c'est que le mondialisme a compris que la démarche frontale ne marche pas et qu'il faut être dans une logique soi-disant d'accompagnement, dans une logique de diffusion de ce qu'on appelle un impérialisme, structurellement parlant, de la vertu. D'accord ? On en parlait là aussi, notamment lors de la dernière conférence. Et le fait qu'on te retrouve, comme l'ont dit mes très chers frères et sœurs Nina et le frère El Habib, le fait qu'on te retrouve à la tête de ce réseau, tu t'es plaint qu'on se focalise trop sur les Nations Unies, sur les OMD, en disant que ce n'est pas que l'objet de ta démarche. Et c'est vrai, il faut reconnaître, mais ça serait de la caricature que de dire que ta démarche n'est que d'être un affidé des Nations Unies, des United Nations ou United Nations, ça dépend quel est le jeu de mots qu'on peut faire quand on voit comment les Nations Unies aujourd'hui, qui sont censées être les Nations Unies qui ont une politique globale qui profite à tous les peuples, alors que certains peuples violent les droits d'autres peuples sans être dérangés par cet organisme-là. Le problème principal, mon frère, c'est que tes objectifs et tes ambitions sont sincères et bonnes. Et je tiens à te le dire, et je tiens à ce que ça soit en tout cas su par tout le monde. Parce que je ne le nie pas parce que je le sais. Mais malheureusement, tu as mis des objectifs bons, une espérance réelle dans une maison, et je le dis froidement, qui a prouvé jusqu'à aujourd'hui en 2014 qu'elle ne sert pas nos intérêts. Le panafricanisme et les Nations Unies dans la même phrase, c'est un antagonisme dangereux. Les Nations Unies nous ont montré les intérêts qu'ils avaient pour le panafricanisme lorsque Kadhafi a été exécuté. Les Nations Unies nous ont montré, lors de la crise en Côte d'Ivoire, ce que le panafricanisme, si tant est que le panafricanisme là-bas était extrêmement présent, mais là n'est pas la question, ils ont montré ce que pour eux signifiait cette doctrine-là. Et je pense qu'en ce début du XXIe siècle, le panafricanisme ne doit pas être simplement dans un cadre de développement, il doit être dans un cadre, avant toute chose, de se poser, comme ça a été dit justement tout à l'heure, les bonnes questions. Et de se poser la question de savoir qui est notre véritable opposants, mis à part nous-mêmes, parce qu'on a une très grosse responsabilité dans ce qui nous arrive. Il faut aussi le reconnaître, le premier ennemi de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Mais secondo, le deuxième ennemi de l'Afrique, qui est un ennemi puissant, c'est celui qui aujourd'hui vient avec des organismes internationaux, avec une vision globale qu'il essaye d'insérer partout. Et il aurait été beaucoup plus pertinent, tu me dis ce que tu en penses et j'en finis par là, que avant toute chose, avant de s'allier à des organismes hors, extra-africains, en dehors des intérêts de notre paradigme, vous puissiez, avec des tas d'organisations qui existent sur le continent aujourd'hui, qui sont indépendantes. Il faut le dire, il y en a plein, il y en a plusieurs centaines qui sont présentes aujourd'hui, qui ont du poids. Vous puissiez vous organiser, dresser le tableau, non pas des objectifs du millénaire posés par d'autres, mais des objectifs du millénaire posés par nous autres. Et donc la question que je te pose, qui t'a... je connais quasiment ta réponse, mais c'est pas grave, je te la pose quand même. Qui t'a mis
dans ce sérail. Je ne te demande pas de balancer celui qui t'a fait te lancer dans la voie du suicide politique, mais je te pose la question, quelles sont les personnes qui t'ont encouragé? Et est-ce que tu penses véritablement que tu sers tes propres intérêts, nos propres intérêts? J'espère que tu comprends que ce n'est pas une provocation que je fais. C'est vraiment une démarche de fraternité. Et j'essaye de faire en sorte qu'on puisse déverrouiller une problématique qui va nous exploser à la tête bientôt. Vas-y, je t'écoute. Voilà, la première personne qui m'a influencé et qui m'a poussé dans... Il est coopératif, oui, il répond. Ça, oui, voilà. Continue. C'est vous. Parce que... Mais c'est pas vrai. Tu es très fort. Je vais argumenter. D'accord, je vais laisser argumenter. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on s'est croisé à l'université Amadou Hampâté-Bâ, voilà, vous me disiez ceci. Mon frère, il faut se battre et il faut croire en vous. Et moi, je pense que, et je suis persuadé que ce n'est pas dans l'inertie qu'on pourra faire avancer les choses. Donc, et que, aujourd'hui, il est clair que, et j'ai cette pensée de Cheikh Anta Diop qui disait que certes on pouvait être tenté de rester sur la touche et attendre que tombe le fruit du travail des autres nations pour qu'on puisse en bénéficier, mais il s'agit de rompre avec ce parasitisme intellectuel. Et que dans ce cas, nous on ne peut pas réinventer la roue. C'est là où tu ne m'as pas dit. C'est là où tu ne m'écoutes plus. Non, j'arrive. Et que aujourd'hui, pourtant l'Afrique a son agenda, l'Afrique a un agenda 2063. Sur 50 ans, et que la jeunesse donc s'est imprégnée, nous, dans le cadre des organisations où nous évoluons, nous nous intéressons de cet agenda-là. Je me rappelle à l'occasion dont on parle là. Non, j'en arrive. Je me rappelle à l'occasion de la Journée africaine de la jeunesse le 1er novembre, nous avons organisé un séminaire avec le Conseil national de la jeunesse pour un peu réfléchir sur cet agenda-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas quand même ignorer ce qui se fait ailleurs. Sinon, c'est dans ce cas qu'on va nous imposer des choses qu'on ne pourra pas refuser. Non. Il faut quand même participer au débat international pour proposer quelque chose, c'est ça. C'est pas le cadre du tout de la critique qu'on est en train de te poser, parce que tu es quelqu'un de plus intelligent que ce que tu veux nous faire croire maintenant. C'est-à-dire que le message n'est pas de dire qu'il ne faut pas qu'on participe aux échanges avec les autres. Exactement. N'insulte pas ni ton intelligence, mais il ne faut pas, ni la nôtre. Mais il ne faut pas aussi considérer que nous allons vendre notre âme au diable. Tu sais que le plus grand... Quand on dit que c'est nous les grands perdants quand on participe aux activités des Nations Unies, c'est pas bon. Pas bien. Mais parce que les éléments factuels le prouvent. Non, a déjà été conclu. Il a été conclu par d'autres personnes, ce marché-là. On ne doit pas avoir peur de cela. Senghor l'a dit. Le Conseil des Nations, ça existe. Une opinion. Il a le droit d'avoir son opinion, mais comme il se revendique de la pensée de son grand frère. Le Conseil des Nations. Tu sais, il y a le concert des nations, il y a le cancer des nations. Et le cancer des nations, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure actuelle dans l'ONU. Sans être dans une caricature. Mais nous, on sait quand même faire un débat à suivre. On est une jeunesse consciente et qui sait quand même ce qui se fait. Reviens dans la maison, mon frère. Non, je suis dans la maison. S'il te plaît. Je suis dans la maison. Reviens dans la maison. Je rappelle que vous organisez le 4e sommet panafricain. Ce sera du 13 au 17 janvier à Dakar. Cher Tidiane, si tu as juste quelque chose à ajouter par rapport à la réflexion. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Et là, c'est la soirée des blagues. Parce que si monsieur est d'accord avec moi, je veux dire que dans le concert des nations, comme il le disait, je pense que notre musique n'est pas bien entendue. Exactement. Il faut la faire entendre. Il faut la faire entendre. C'est le cas dans le système des Nations Unies, c'est le cas dans les institutions de Bretton Woods. On n'arrive pas à faire prendre en compte exactement nos préoccupations, de manière à ce que ça soit, disons, pris en charge dans les schémas de développement qu'on nous propose. Et moi, parfois, je suis très déçu de nos dirigeants. Du fait qu'ils laissent les choses se faire. Et même les intellectuels, qui ont une responsabilité historique de vouloir venir dans ces forats pour donner une autre version des faits. Au lieu de laisser le soin à un petit fonctionnaire, excuse-moi, des Nations Unies ou de la Banque mondiale, parfois qui ne connaît même pas des formes qui travaille sur des modèles assez bien idéalisés et sur lesquels sur le dos des pays ne correspond pas du tout.